Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rentrée 2021 sur l'Académie InVivox. Merci de votre fidélité. Comme vous le voyez, nous avons décidé de faire évoluer l'Académie et je vais vous en dire quelques mots. Nous sommes aujourd'hui tous réunis pour parler de la formation médicale continue et notamment de son avenir, de ce que la crise a changé au niveau de la formation médicale continue et comment elle risque de continuer à évoluer. Nous sommes aujourd'hui avec Manon Leroy, qui travaille à l'hôpital Foch. Nous sommes avec Baptiste Roux, qui est le CEO de Medgame, et avec Guillaume Tirciot, qui est pilote de ligne, mais aussi spécialiste de la formation. On va se donner 1 ou 2 minutes pour laisser arriver les derniers arrivants. Peut-être quelques mots juste sur cette académie. Alors, quelques mots déjà sur moi-même. Je suis Julien Delpech. Je suis le fondateur de la plateforme InVivox. InVivox, c'est une plateforme qui rassemble des communautés autour du partage de connaissances. J'ai également une deuxième casquette actuellement. Je travaille pour le ministre de la Santé, M. Véran, sur une mission qui a pour but d'anticiper la prochaine urgence sanitaire par la diffusion de modules de formation vers les professionnels de santé. InVivox, comme je vous disais, rassemble des communautés autour du partage de connaissances, comme on est en train de le faire. On est capable sur InVivox, par exemple, d'aller cibler des communautés extrêmement précises, comme par exemple des médecins généralistes spécialisés en pneumologie ou ayant un intérêt en pneumologie. C'est notre pain quotidien d'être capable justement de partager de la connaissance, qu'elle soit présentielle, distancielle ou online, entre des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Alors aujourd'hui, l'Académie elle a légèrement évolué. Vous avez été plus de 10 000 participants entre septembre 2020 et juin 2021. C'était un véritable succès, plus que 250 participants en moyenne aux académies. L'erreur aurait été, comme toujours, de s'appuyer, de s'endormir sur ses lauriers, si on peut les appeler comme ça, et en tout cas de ne pas faire évoluer quelque chose qui fonctionne. Donc, on a mis un petit peu nos cerveaux sur la table pendant l'été et on a décidé de faire évoluer l'académie. On a transformé cette académie en une académie de débat. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a 3 invités pour justement débattre d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on débat du futur de la visite médicale. Dans 2 semaines, on débattra avec Franck Lemeur, avec Dimitri Guillot de IQVIA et avec Antoine Greux, qui est directeur de l'innovation chez Medtronic. On discutera du délégué médical augmenté. Donc voilà, on va aller de débat en débat. Bienvenue à tous et à tous sur cette académie. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour parler du futur de la formation médicale continue. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser nos 3 intervenants se présenter. Et peut-être, oui, juste une dernière précision, comme toujours, pour ceux qui sont habitués à l'académie. Vous avez l'occasion, en utilisant l'icône Q&A, de poser des questions aux intervenants. Et à l'issue des 45 minutes, on ira piocher dans les questions qu'on posera directement à nos 3 intervenants. Manon, je te propose de te présenter avant de lancer la première salve de questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Manon Leroy. Je suis responsable d'un organisme de formation qui s'appelle Foch Santé Formation, qui est lié à l'hôpital Foch. À travers cet organisme de formation, on forme bien entendu notre personnel de l'hôpital Foch, mais on propose aussi des formations tournées vers l'extérieur, donc en formation médicale continue, destinée au personnel médical et paramédical. Et ma seconde casquette, c'est de travailler justement sur les projets internationaux et les formations à l'international. Donc l'idée, c'est de rendre notre offre de Foch Santé Formation accessible à l'international. Merci Manon. Baptiste, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Roux, donc je suis un ancien pharmacien hospitalier et surtout fondateur et directeur de la société Phase 4. Medgame fait partie de Phase 4, précise. Donc Phase 4, c'est quoi? C'est une société qui développe des simulateurs digitaux mobiles de patients destinés d'une part à la recherche clinique et d'autre part à la formation. En recherche clinique, notre objectif, en fait, c'est d'étudier des pratiques de prise en charge des médecins, des professionnels de santé en général, donc pour voir s'ils suivent les recommandations et sinon comment on peut améliorer ça.
Et en formation, donc, on va développer du coup des service games sous forme de chatbot narratif qui nous permettent en fait de diffuser du contenu médical, en particulier les recommandations. On travaille souvent avec les sociétés savantes. Pour finir, on a une partie qui s'appelle MedGame, qui est une plateforme en fait destinée aux étudiants en médecine pour la formation au concours d'internat, aux ECN, futurs EDN, en partenariat avec les collèges de médecine. C'est une plateforme qui va voir le jour dans les prochains mois avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de jeux de formation. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Afin d'élargir les débats, nous avons aussi invité des intervenants qui ne sont pas uniquement des spécialistes de la santé. Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Tirtiot, je suis pilote de ligne chez Air France et j'y suis également formateur en CRM, Crew Resource Management. Donc, en gros, c'est des formations au travail efficace en équipage. Et puis, il y a 2 ans, j'ai publié un livre que vous connaissez peut-être, Mieux réussir ensemble, dans lequel j'extrapole tout ce qu'on a mis en place depuis 30-40 ans dans le secteur aéronautique en termes de fonctionnement d'équipage à d'autres secteurs d'activité. Et j'interviens aujourd'hui dans le médical depuis 6 ou 7 ans, mais aussi dans le nucléaire, le ferroviaire et d'autres activités à risque. Merci infiniment à vous trois. Pour les derniers arrivants, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en utilisant l'icône Q&A. On piochera les questions à l'issue des 45 minutes. On reste sur des débats qui sont pragmatiques, pratiques et on s'engage à respecter le temps imparti. Alors peut-être une première question pour démarrer, qui va nous permettre de nous projeter en commençant par revenir un petit peu sur le passé. Qu'est-ce que la crise a changé au niveau de la formation médicale continue? Guillaume, éventuellement? Oui, alors, je vais commencer par vous parler d'aéronautique parce que c'est ce que j'ai vécu au premier chef pendant cette crise. Ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que l'aéronautique, c'est un secteur qui est très normé depuis très longtemps. On ne vit pas avec des recommandations, des bonnes pratiques, on vit avec des procédures, avec des réglementations qu'on est obligé de suivre et qui ont été établies au fil des années pour assurer la sécurité des passagers en s'inspirant systématiquement des accidents précédents pour voir comment faire évoluer le système vers davantage de sécurité. Et donc, au travers de cette réglementation, on a un programme de formation continue qui est obligatoire et qui est assez spécifique, assez précis au niveau des différentes thématiques que nous devons aborder. Et il est évident que, comme dans toutes les industries, on se rend compte que la dématérialisation de la formation, quand elle est possible, représente d'une part une facilité pour les professionnels de l'aviation, parce qu'on est quand même une population nomade, on est régulièrement à l'étranger, et puis surtout, ça représente un gain financier. Et il y a donc, depuis quelques années, depuis que les outils nomades sont devenus plus performants, toute une série de formations qui ont été dématérialisées. Mais par contre, il y en a d'autres pour lesquelles ça ne fonctionne pas. D'une part, c'est le simulateur de vol. Donc ça, vous imaginez bien pourquoi. On doit être dans cet équipement pour pouvoir, tous les 6 mois, s'entraîner à réaliser nos procédures. Et puis, au niveau de ce qui est humain, on a tenté, début du premier confinement, pour ne pas perdre de temps au niveau de nos formations continues réglementaires, on a tenté d'organiser des formations CRM, donc travail en équipage, à distance. Et on s'est très rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce qu'on a eu un essai. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'apport de connaissances à un niveau assez élevé, mais par contre, dès qu'il s'agit de s'approprier des compétences, le dématérialiser en ce qui concerne l'humain devient très compliqué à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Guillaume. On confie notre sort à un pilote d'avion comme on confie notre sort à un chirurgien quand on va se faire opérer. Donc, évidemment, les similitudes sont fortes. Manon, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Oui, tout d'abord, du point de vue peut-être de l'hôpital. À l'hôpital, il y a eu forcément des formations qui se sont faites un peu sur le tas pendant la crise. Du personnel médical et paramédical a été à faire des gestes médicaux et aborder des techniques qui ne faisaient pas partie de leur quotidien. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cet aspect urgence au niveau de la formation. Ça nous a aussi permis, je pense, de se rendre d'autant plus compte de l'importance de la formation du personnel paramédical et pas uniquement des médecins.
Aujourd'hui, par exemple, je sais qu'à l'hôpital Foch, il y a une application qui a été mise en place pour ces IDE, donc infirmiers diplômés d'État, comprenant des modules d'e-learning. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu cette digitalisation qui s'est faite comme dans à peu près tous les secteurs. Ce n'était pas notre culture du tout à l'hôpital Foch, étant donné qu'on a un centre de simulation. Donc, c'est vrai qu'on a plus l'habitude du présentiel. Mais là, il y a eu effectivement une digitalisation qui s'est faite progressivement, avec toujours, comme disait Guillaume, des limites. Donc, on s'en est aussi aperçu assez rapidement. Déjà, il faut à tout prix que ce soit des formats courts, qu'il y ait une certaine pédagogie qui se fasse sur ces formats. Et donc, les limites, on l'abordera après. Mais donc, voilà, il y a cet aspect digitalisation, mais il y a aussi l'aspect où, en fait, il y a beaucoup d'industriels qui ont fourni des équipements dans l'urgence à certains centres. Et toujours dans cette histoire d'équiper des services qui n'ont pas l'habitude nécessairement d'utiliser ce type d'équipement dans le cadre de leur quotidien. D'habitude, ils ont l'habitude de faire des formations, on va dire, commerciales, technico-commerciales. Là, on s'est vraiment aperçu qu'il y avait besoin d'un accompagnement aussi clinique autour de ces équipements. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect organisme de formation. C'est vrai que là-dessus, nous, on a développé une autre demande à la suite de la crise. C'est vraiment un apport clinique en plus de tout ce qui est fait au niveau formation technico-commerciale par les industriels. Donc clinique et aussi partage de connaissances sur l'organisation autour de ce matériel. Donc on n'est plus uniquement sur de la technique, on est vraiment aussi sur de l'organisation, sur la prise de décision thérapeutique et donc clinique. Voilà, c'est à peu près où est-ce qu'on en est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'oriente beaucoup plus sur des formats qui sont plus courts qu'avant, qui sont plus fréquents, plus accessibles au niveau du personnel paramédical. Et puis, avec on le développera après, mais c'est vrai, avec une insertion du digital, mais qui pourtant n'a pas pris 100% de la place. On a une cohabitation, donc davantage sous un format plutôt hybride chez nous. Merci Manon. Est-ce que Baptiste, suite à l'expérience hospitalière, toi, justement, qu'est-ce que la crise a changé au niveau de la formation médicale continue dans ton domaine? Alors, moi, je vais être un peu provocateur. Je dirais pas en fait que ça a véritablement changé les choses. Je pense que on est dans une évolution digitale depuis déjà quelques années, alors dans le milieu médical, je dirais pas en dehors, mais qui augmente tout doucement depuis quelques années. On voit les demandes se faire de plus en plus. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui, j'imagine en tout cas, qui allait se faire. C'est-à-dire que ça a été boosté, très clairement. On l'a dit, on est parti à marche forcée dans le digital. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que le digital n'a pas pris toute la place. D'ailleurs, je ne crois pas du tout que le digital prendra toute la place. On va y revenir après. Le digital, c'est génial, mais c'est pas tout, c'est pas une fin, c'est pas l'avenir total de la formation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu évidemment une augmentation très importante des formations à distance. Le ratio avant était plutôt plus important sur les formations présentielles, genre 60-40 présentiel virtuel. Il s'est inversé, mais bon, c'est lié aussi aux conditions, donc on verra ce que ça donnera après. Pour moi, l'élément le plus important, c'est de voir ce que ça va être après. Aujourd'hui, on est dans des conditions hyper particulières. Avant, on était plus sur du présentiel. Il y a une marche forcée vers le digital. Aujourd'hui, le digital, sans être total, est quand même vraiment essentiel. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va revenir à la normale? Comment les deux vont aller ensemble? Pour moi, c'est vraiment la question essentielle de tout ça. Après, il y a eu aussi un apprentissage forcé des outils, des Zoom, des Teams. Aussi l'apparition d'une culture un peu américaine. Alors, c'est plus que la formation, mais toutes les visios qu'on a faites, on les fait dans notre cuisine, dans notre salon, ce qu'on ne faisait pas avant. Et je pense que ça a changé. Cette dispersion, ce formalisme qu'on avait, à mon avis, va apporter aussi beaucoup de choses. Et alors, Manon l'a dit, surtout pour moi, c'est l'apparition de nouveaux formats. Il y a une demande qui a été telle qu'il y a énormément de sociétés, nous, Eduvox et plein d'autres, qui vont chercher des solutions. Donc, en très peu de temps, ce qu'on aurait eu peut-être en 5 ans, 10 ans normalement, il y a énormément de nouveaux formats qui sont apparus. Alors moi, je crois, évidemment, c'est ce qu'on fait, mais je crois énormément au format court. Non pas que ce soit pareil, une finalité, mais je pense que le format long n'est plus adapté à la demande des médecins ou des professionnels de santé aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réinventer et on va voir ce que ça va donner après. C'est, à mon avis, le plus important. Merci à tous les trois de cette introduction. Je vous propose de lancer tout de suite un sondage, justement,
sur la formation médicale continue. On vous propose toujours au cours des académies Indivox de pouvoir répondre à des questions. Donc, Sandrine, je veux bien que tu lances le premier sondage. Voilà. Oui, la première question, qu'est-ce qui, selon vous, fait l'intérêt d'une formation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui déclenche l'acte de s'enregistrer à une formation? Donc, vous avez plusieurs réponses. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et on vous laisse 15-20 secondes pour répondre. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle est certifiée, DPC ou autre chose? Est-ce que c'est la thématique qui va attirer en premier? Est-ce que c'est la qualité des orateurs? Est-ce que c'est le fait, le format présentiel, distanciel ou disponible à n'importe quel moment? Et donc, je vous laisse répondre. Il y a 5 réponses possibles. Hop, dès qu'on arrive vers les 60% de réponses, on va fermer ce sondage. Hop, on vous laisse encore quelques secondes pour y répondre et puis on va laisser nos intervenants justement commenter ce sondage. Hop, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Voilà, et on est quasiment à 60%. Sandrine, merci de clore et puis de partager les résultats. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la main, veut commenter les résultats de ce sondage en direct? Allez, je me lance. Je trouve ça intéressant que la thématique de la formation soit le suffrage qui l'emporte le plus de voix, parce que c'est pas toujours ce que j'entends. Alors moi, je suis en Belgique, c'est pas toujours ce que j'entends autour de moi quand j'interviens dans le milieu médical. J'ai toujours eu l'impression, et je continue à l'avoir, qu'il y a quand même un besoin d'aller chercher ses points, ses crédits, etc. Et que donc, à un moment donné, il faut juste trouver la formation qui permet d'avoir les points. Donc, je trouve ça extrêmement rassurant et encourageant de voir que la thématique est importante. Et puis alors, au niveau du format, pour revenir un peu sur ce que Baptiste disait, les formats courts ont cet avantage de confronter régulièrement ou de permettre de confronter régulièrement l'apprenant à ce qu'il souhaite apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est pas en y passant beaucoup de temps, c'est en y revenant régulièrement. Donc effectivement, je pense qu'au niveau des formats, il va y avoir un ajustement qui va être fait en fonction des thématiques qui seront proposées dans ces formations. Manon, Baptiste, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Du coup, je trouve ça très positif au niveau de la thématique. Enfin, je suis agréablement surprise. En même temps, c'est vrai que les formations DPC, on l'évoquera par la suite, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas si faciles d'accès ni pour les organismes de formation, c'est-à-dire pour la soumission des demandes. Et on a cette limite de temps justement qui n'est pas forcément, c'est pas très accessible au format court. Et nous, c'est vrai que toutes les personnes qui viennent se faire former de l'extérieur à l'hôpital Foch ne n'ont pas forcément systématiquement ces crédits DPC. J'ai l'impression que c'est peut-être moins marqué en France qu'en Belgique. Mais voilà, c'est assez positif de voir que la thématique prend le dessus. Et puis, format court, la différence n'est pas énorme en fait entre les formats courts et les formats en présentiel. Donc, je pense que ça montre encore cette cohabitation qui existe. Mais le digital prend doucement, mais sûrement la place, et toujours par souci de temps et de disponibilité des équipes, surtout à l'heure actuelle où c'est d'autant plus d'actualité, la disponibilité du personnel médical et paramédical. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je pense qu'on a tous les trois été assez surpris du fait de voir apparaître le sujet avant la certification DPC. J'espère que c'est vrai en vrai. Et ce n'est pas pour critiquer, c'est que malheureusement, les professionnels de santé, ils ont peu de temps, ils ont des obligations. Donc, et si c'est la thématique, c'est super. Merci à tous les trois. Alors peut-être effectivement, comme vous avez énormément parlé des formats courts, et on le voit chez Indivox, où on a une content factory, on a de plus en plus de demandes pour justement, où on conseille justement nos clients de feuilletonner, de saucissonner, comme on dit en français, leur contenu.
et c'est la demande aussi pour répondre à la demande des professionnels de santé, et ce qui explique peut-être justement la différence entre le DPC qui propose plutôt des formats longs, hein, et les formats disponibles en micro-learning ou de plus en plus courts. Alors, je lance peut-être une deuxième question. Et à propos du distanciel, hein, puisque bon, forcément la crise a vu l'émergence des formations en distanciel, est-ce que vous pensez que le distanciel est un vecteur de démocratisation justement de la formation médicale continue? Je prends la main cette fois-ci. Je pense que ça a joué, si on pense à la démocratisation, on va parler à mon avis de distance et de coût. Ce qui est sûr, c'est que la demande ayant explosé, le nombre d'offres a explosé aussi, et les supports, les nouveaux supports ont aussi explosé, mais également la compétition et les coûts. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres certaines offres devaient être accessibles uniquement en présentiel. Donc, en effet, j'imagine qu'elles sont apparues du coup plus en virtuel, en distanciel. Donc oui, je pense qu'on peut parler sans doute de démocratisation. Ce serait intéressant d'avoir, je ne sais pas s'il y a des sondages actuellement là-dessus ou pas, mais ce serait hyper intéressant de voir ça. Manon ou Guillaume, vous voulez rebondir dessus, sur ce point-là, alors, est-ce que ça participe à la démocratisation, le distanciel? Je pense que oui, parce que l'offre qui est proposée maintenant est déjà plus vaste. Donc, on a, à l'international, en tout cas, il y avait déjà des participants, surtout du Maghreb, qui étaient très, très attirés avant le Covid par ce format en ligne. Sauf que l'offre est assez restreinte. Donc là, c'est vrai qu'il y a un panel plus grand d'offres qui s'offrent à eux. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait beaucoup d'offres aussi qui étaient accessibles gratuitement. Donc ça, c'était peut-être pas si évident en présentiel. En tout cas, nous, présentiel, on a l'habitude qu'il soit plus payant en tout cas que le distanciel. Et puis, ce format court et accessible n'importe où, n'importe quand, qui évidemment le rend plus accessible. Après, ça, c'est la casquette internationale qui revient. Selon les modalités d'accès, tout bêtement, à Internet de certains pays, c'est vrai que c'est pas non plus un format qui est très complaisant pour eux et qui est très, très accessible. Donc, d'où encore l'utilité d'avoir du présentiel, des gens qui se déplacent sur le terrain et qui puissent, à l'ancienne, délivrer leur expérience, leur savoir-faire. Et là où on voit certaines limites de ce distanciel qui est disponible que dans les pays où effectivement il y a tous les moyens technologiques nécessaires. Et je rejoins aussi Baptiste sur la montée des coûts post-Covid, pour le coup, où ce distanciel est devenu de plus en plus payant, à l'instar du présentiel. Donc, c'est vrai on refait une petite marche arrière, en tout cas d'un point de vue financier. Alors, en fait, moi, je disais l'inverse. L'inverse, bon, on n'est pas d'accord alors. Non, mais je te disais ça parce que non, mais je pense que ton argument est très bon, hein. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait un peu le tout gratuit et du coup, c'est devenu un service à part entière. Donc, en effet, je pense que tu as raison. Ce que je disais, c'est qu'à l'inverse, c'est une sorte de compétition privée. C'est juste qu'il y a de plus en plus d'offres et par voie de conséquence, les formations quand même dans le médical, alors je pense aux médecins en particulier, sont très chères, hein. Donc, elles ont toujours été très chères. Je pense qu'à l'inverse, je veux dire, honnêtement, nous, la plateforme qu'on va sortir, c'est ce qu'on fait. On va essayer de faire un coût minimal d'entrée pour être le plus accessible par le maximum d'étudiants. Je pense qu'il y a quand même une compétition qui augmente et donc ça devient plus payant et en même temps, les prix vont sans doute baisser. Et c'est pareil que pour tout à l'heure, ça serait hyper intéressant de voir ça peut-être à distance de cet événement, la crise qu'on a eu. Alors, de mon côté, je suis dans un environnement un peu différent parce que ce n'est pas moi qui paye pour la formation, c'est l'entreprise qui réglementairement doit proposer des formations et donc qui va, comme toute entreprise, essayer de diminuer les coûts. Et ce qu'on voit, je le disais tout à l'heure, c'est que pour toutes les formations qui le permettent, il y a une tentative de faire migrer certains contenus vers du distanciel parce que, au final, sur le volume de navigants qu'on est chez Air France, il y a des formations qui sont dispensées à près de 20 000 personnes. Eh bien, le distanciel a clairement un avantage économique. Merci à tous les trois. Alors, peut-être lancer une nouvelle question, justement, puisqu'on a parlé beaucoup de distanciel. C'est quoi les limites aujourd'hui du distanciel?
Et si on fait un petit peu de prospective là, sur 2022, quelles vont être les conséquences selon vous en 2022? Je vous laisse vous jeter à l'eau. Pour le coup, pour le distanciel, nous, les limites, on les a assez rapidement identifiées. Alors, effectivement, un format court amène peut-être moins de précision, donc une certaine frustration parfois de la part des formateurs. Donc, il faut avoir l'occasion soit de renouveler l'expérience pour pouvoir faire des compléments. On a aussi cet aspect webinaire, classe virtuelle versus l'e-learning vraiment enregistré au préalable. On trouve qu'il y a quand même plus de succès dans un format qui est de webinaire, qui est un peu plus interactif. L'e-learning enregistré, et ça même avant le Covid, on trouve qu'il y a peut-être moins de réceptivité vis-à-vis des participants. Et puis, au niveau aussi des webinaires, ça c'est l'expérience qui parle de notre côté, on trouve que les participants sont peut-être moins enclins à se jeter à l'eau, à poser des questions. En tout cas, il y a une période en fait un peu plus qu'en présentiel, c'est-à-dire un peu plus tout simplement, ils sont un peu plus timides. Donc, il y a peut-être un échange qui est moins naturel. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a les sondages, on a un peu plus les outils en main pour essayer de relancer les échanges, mais ça se fait de façon peut-être un peu moins spontanée. Le souci aussi qu'on a avec le distanciel, alors vu qu'on a l'aspect organisme de formation chez nous, on essaie de faire quand même estampiller DPC nos formations. Et avec en DPC, on est censé en distanciel avoir une limite une durée minimale d'1 heure pour pouvoir demander cette accréditation. Sauf que c'est vrai qu'il y a des formats qui sont parfois plus courts, qui sont aussi efficaces. Donc, ça limite pour nous l'offre que l'on veut partager, que l'on veut rendre accessible en DPC, et finalement aussi pour bien les personnes qui sont demandeuses de ces formations-là, mais qui ont un panel moins large de formations accréditées DPC. Donc, voilà, donc nous, c'est un peu les principales limites qu'on a repérées. Merci Manon. Guillaume? Oui, alors de notre côté, ce qu'on a tout de suite identifié comme limite du distanciel, c'était que ça limitait les interactions entre les participants. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important, qui a toujours été extrêmement important en aéronautique, c'est ce qu'on appelle le bar de l'escadrille, c'est-à-dire le fait de pouvoir profiter des expériences des uns et des autres, que ce soit en formation ou pas. Mais dans une formation, c'est pas parce qu'on vous apporte des connaissances nouvelles qu'à un moment donné, ça ne va pas se raccrocher à quelque chose que vous avez vécu, que vous pouvez partager avec vos collègues. Et c'était extrêmement enrichissant. Et on a vraiment perdu ça à la suite de, par exemple, une journée complète de formation qui était avant en présentiel. On en a gardé une pour l'instant, mais il y en a une complète qui était en présentiel, qui est passée en tout distanciel. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Je pense, moi, je vois un peu dans notre domaine avec les congrès notamment, qui ne sont pas seulement quelque chose de descendant où les professionnels se retrouvent, où il y a en effet des échanges qui ne sont pas juste liés à l'enseignement de base, mais aux expériences et autres. Et ensuite, moi, j'irais plus, alors c'est plus sur le côté psychologique, et qui est très lié évidemment au Covid, au confinement qu'on a eu. Je pense que la limite du virtuel, ça reste l'isolement. Et je le répète, c'est vraiment très lié aux conditions qu'on a eues. Je pense qu'on a tous envie de se retrouver, d'aller faire un concert, d'aller faire un congrès, d'aller faire des choses comme ça. Et ça sera sûrement différent après. Mais je pense qu'aujourd'hui, et en particulier pour les professionnels de santé libéraux qui sont plus isolés, c'est peut-être moins le cas à l'hôpital. Mais je pense que les professionnels, ils ont besoin aussi de se retrouver et en effet d'avoir ces échanges qui ne sont pas formalisés dans un contenu. Je te confirme qu'il y a aussi la demande à l'hôpital. Oui, mais je pense que c'est un petit peu différent quand tu es dans ton cabinet. Voilà. Mais c'est vraiment après une réflexion qui est complètement liée au Covid, aux conséquences psychologiques du Covid qui sont en train d'exploser dans les services de psy. Moi, j'ai vu dans notre propre boîte, et au début, ça se passait hyper bien. Franchement, au début, j'étais hyper impressionné par l'expérience et qui est plus que la formation, qui est le distanciel en général. Et au bout d'un moment, on a vu les limites, on a vu qu'on avait besoin de se voir, qu'on avait besoin d'échanger, qu'il y a aussi du langage non corporel qui joue, il y a les expériences, et c'est difficile de le faire en digital. Merci beaucoup, Baptiste. Peut-être une question pour rebondir sur ce que disait Manon, qui a parlé de DPC.
Aujourd'hui, bon, la formation médicale continue, elle est très encadrée par le DPC en France, mais on voit au résultat du sondage que finalement, en dehors du DPC, il y a une énorme appétence aussi pour plein d'autres formations. Selon vous, s'il fallait faire évoluer justement le DPC, on a parlé des formats qui sont de plus en plus courts. Est-ce qu'il faut autoriser les formats de plus en plus courts? Est-ce qu'il faut développer ce qu'on appelle le facteur humain, les compétences non techniques? Qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution potentielle de l'Agence nationale du développement professionnel continu? Je prends la main. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Manon tout à l'heure. Alors, nous, on est sur du format court par définition, mais je pense que les besoins ont changé aujourd'hui. Les médecins et les professionnels en général de santé ont de moins en moins de temps. Valider des formations de minimum 1 heure, pour moi, ça me paraît, pour moi, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est apporter une offre globale avec du présentiel, du long, du court, et on en reparlera après, mais qui est plus une logique globale de l'apprentissage. C'est que c'est pas l'apprentissage, c'est pas les apprenants qui doivent s'adapter à l'apprentissage, c'est l'apprentissage qui doit s'adapter aux apprenants. Quand on était dans toutes nos formations initiales, on était 20, 30, 200 dans un amphi avec une personne qui délivrait un contenu et on devait s'y adapter, chacun des mécanismes différents d'apprentissage. Et je pense que l'intérêt, c'est véritablement justement d'avoir une offre complète qui va s'adapter à l'individu, que chacun puisse piocher en fonction du temps qu'il a. Limité à 1 heure, pour moi, évidemment, parce que nous, ça nous limite aussi, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Et j'espère que le DPC va évoluer là-dessus, parce qu'il y a véritablement besoin d'avoir plein d'offres différentes. Alors moi, je vais vous reparler des compétences non techniques. Tu évoquais ça, Julien. Il y a un aspect important à la formation, tout le monde le sait, c'est le feedback. Donc, par rapport à ce qu'on a fourni comme éventuellement réponse à un exercice, c'est est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien et pourquoi. Et quand c'est sur du technique, c'est assez simple. Quand virtuellement on me dit, tu as ça comme panne dans ton avion, voilà, j'appuie sur tel bouton, et puis après je passe à la suite. C'est très bien, c'était le bon bouton, c'était pas le bon bouton, on m'explique pourquoi, c'est relativement rapide. Par contre, quand on me met dans une situation et ça nécessite d'être dans un environnement comme un simulateur, comme un environnement professionnel qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'environnement réel. Quand on me fait vivre une situation dans laquelle, par exemple, c'est ce que j'ai eu il y a quelques semaines au simulateur, on vient de New York, on arrive au-dessus de la France, et puis l'espace aérien parisien ferme. L'avion va bien, il fait beau, on peut se poser à Rennes, on peut se poser à Brest, on peut se poser à Bordeaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique d'équipage. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est câblé pour faire passer la mission et donc on va quand même essayer d'aller à Paris, alors qu'on sait pertinemment bien que le plus simple, ce serait de se dire on va à Bordeaux et puis on attend, on verra. Et ça, je pense que ce sera très, très difficile de développer des contenus virtuels qui permettront de faire interagir des personnes pour les mettre dans des situations de complexité, de résolution cognitive qui atteignent ces niveaux-là. Or, aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, quel que soit le secteur d'activité, moi je vois ça dans tous les secteurs d'activité, la majeure partie des accidents, 60-70% des accidents, des incidents, sont dus à ce genre de problématiques au niveau individuel ou au niveau de l'équipe. Donc, il faut absolument réussir à intégrer ça et à faire en sorte de pouvoir le débriefer efficacement à l'issue de la formation. Je rejoins entièrement Guillaume parce qu'en fait, je pense que ça s'applique entièrement à la simulation en santé. En tout cas, nous, on travaille beaucoup sur des scénarios de relations interprofessionnelles, de communication en gestion de situations de crise, mais associés aux gestes techniques. Et c'est vrai que ça, déjà, en distanciel, c'est un peu compliqué. Mais pour revenir après à la question au niveau du DPC, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc format court à plus valoriser et format hybride aussi. C'est-à-dire que les demandes sont très cloisonnées aujourd'hui. Soit on est sur du présentiel, soit sur du distanciel, mais on n'a pas cette formule hybride qui pourtant est très efficace, où est-ce qu'on a une partie en présentiel, une partie en distanciel, qui se complètent en fait finalement très bien. C'est vrai qu'on n'a pas la possibilité en tant qu'organisme de formation, du moins de proposer ces formules-là encore à ce jour. Et je pense que c'est un peu dommage, aussi bien pour les organismes que pour les personnes qui sont demandeuses de formation. Si je peux me permettre, je reviendrai sur un troisième point qui est les évaluations.
pense que le DPC a énormément d'offres en termes de formation. Finalement, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle on va piocher. Alors nous, on fait de l'évaluation et de la formation, donc c'est quelque chose qui nous parle. L'idée, c'est aussi de pouvoir guider, peut-être déjà évaluer les pratiques, le niveau, pour pouvoir mieux orienter les professionnels vers des contenus qui leur conviennent. Je pense que ce ciblage qui pourrait être hyper intéressant et qui, à mon avis, manque cruellement aujourd'hui. Merci. Alors, peut-être avant de lancer la dernière question, je lance un sondage. Justement, la question 2, voilà. Est-ce que vous voyez la question concernant les compétences non techniques? Donc, on s'adresse directement à vous. Plusieurs réponses possibles. Est-ce que vous avez déjà suivi une formation? Vous n'en voyez pas l'intérêt, donc les fameuses formations sur le facteur humain. Apprendre à travailler ensemble, et je crois qu'on le voit dans la crise, les équipes qui ont le mieux réagi, c'est les équipes qui avaient l'habitude de fonctionner ensemble, et souvent c'est le management, dans le management de crise, c'est le fait d'avoir répété, de s'être entraîné à la gestion de crise. We fight as we train, comme on dit à l'armée, qui a permis justement de traverser la crise sereinement, plus ou moins sereinement. Voilà, écoutez, mais on va clore le petit sondage dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Merci à tous les répondants. Voilà, on partage avec tout le monde. Baptiste, tu veux reprendre la main sur le commentaire? Celui-là me fait plaisir aussi. Non, mais je trouve la réponse, de toute façon, elles sont complémentaires. Enfin, si vous avez déjà suivi une formation, est-ce que les formations présentielles sont indispensables? Moi, je pense que c'est en effet des choses. Alors, je pense que Guillaume et Manon sont plus compétents que moi là-dessus, mais formation présentielle, pour les compétences non techniques, ça me paraît essentiel, quoi. Je pense qu'il y a un moment, il faut être ensemble. Voilà, on parlait du langage non corporel. Il y a plein de choses. Enfin, du langage corporel, il y a plein de choses qui jouent et qu'on ne peut pas voir en virtuel. Alors, du coup, juste pour raconter ce qui s'est passé pendant la crise Covid chez Air France, c'est qu'on avait une formation réglementaire qui était prévue, qui était une formation de 3 heures entre pilotes et personnel de cabine, par groupe d'une quinzaine de personnes. Et étant donné la situation, on nous a demandé de préparer une formation qui soit 1h30 de distanciel, 1h30 de présentiel sur ces thématiques-là. Et donc, quand on nous a demandé ça initialement, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire du CRM commun, donc apprendre aux pilotes et aux PNC à encore mieux travailler ensemble à distance, ça semble compliqué. Et puis, on a opté pour un format où, d'une part, il y avait 1h30 d'e-learning, avec des apports de connaissances sur des sujets, pour le coup, qui étaient relativement novateurs sur le fonctionnement de l'individu. Et puis, on retrouve toutes ces personnes en présentiel pour leur faire des exercices pratiques. Donc, il y a un très rapide rappel au niveau théorique, et puis après, on passe tout de suite à la pratique pour ancrer ces compétences qu'on essaie de leur apporter. Pardon. Merci à tous les trois. Une dernière question. On a beaucoup parlé des hommes. On va terminer sur les outils, des outils et des hommes pour plagier Steinbeck. Quels outils, justement, pour faciliter la formation médicale continue des années à venir? Pour la simulation, vu qu'on fait surtout la simulation en présentiel, il y a pas mal de gamification, comme on dit, en fait, de tout ce qui est simulation. Donc, tout ce qui est les jeux un petit peu, donc c'est du distanciel, mais en même temps, c'est très interactif. Donc, cette espèce de simulation sous forme de jeu, tout simplement, en distanciel, ça, c'est des formats courts qui peuvent être assez percutants, notamment pour les équipes paramédicales qui ont peu de temps disponible. Tout ce qui est micro-learning, donc vraiment les formats courts, toujours. Et puis, je reste moi sur cette idée d'hybride dont on a évoqué ensemble. Donc, avec à la fois du en ligne et du présentiel qui se couplent finalement très bien. Et ensuite,
là, c'est vraiment purement médical, mais c'est vrai qu'on est beaucoup en simulation. Les mannequins ne sont pas très axés chirurgie, sauf qu'il y a la chirurgie robotique qui a fait indéniablement son entrée dans beaucoup d'établissements, en tout cas de santé. C'est vrai que de la simulation liée à la chirurgie robotique, ça commence à prendre de plus en plus de place. Je pense que ça va vraiment se développer dans les années à venir. Et pas uniquement, encore une fois, sur des compétences techniques, mais aussi sur les compétences non techniques. C'est-à-dire tout ce qui est organisation de l'équipe autour de cette chirurgie robotique, par exemple, et pas uniquement sur l'axe technique, le geste technique en tant que tel. Je prends la suite. Moi, c'est un peu une synthèse de ce qu'on a dit et de ce que vient de redire maintenant. On disait d'ailleurs, le digital, c'est pas la seule solution. Le digital, alors, on oppose beaucoup de digital et présentiel en ce moment. La réalité, c'est que c'est pas ça. On est dans une période qui est vraiment atypique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va se passer par la suite. Pour moi, d'abord, le digital est complètement complémentaire du présentiel. Et on le voit, et de plus en plus, ça commence à se mettre. C'est marrant de voir comment ça évolue et comment les gens s'adaptent, les formations s'adaptent, les organismes. Mais surtout, je pense aussi qu'au-delà de la complémentarité des deux supports, je pense qu'il y a un support, comment discuter maintenant, il y a un support à trouver hybride, mais les deux en même temps, c'est-à-dire avoir du présentiel, mais avoir en même temps des outils digitaux, ça peut être de la réalité virtuelle qui va être utilisée en même temps, ça peut être plein de choses. Et il y a des outils à sortir, et il y a une émulation en ce moment qui fait que ça va sortir. Il y a plein de gens qui ont des idées. Moi, je pense que ça va être passionnant. Il faut voir, une fois qu'on sera revenu un peu à la normale, ça sera décanté de voir comment ça va évoluer. Les formats courts, oui, et c'est ce qu'on fait, mais il y a peut-être même d'autres formats encore à trouver différents, pas que le long et le court. Il y a des micros, il y a des nano, il y a du femto learning, il y a plein de choses. Et surtout, je le répète, pour moi, l'important, c'est vraiment d'avoir une énorme palette d'offres et qu'elle s'adapte, que chacun puisse choisir dedans ce qui va lui convenir en fonction du temps qu'il a imparti. Si un médecin, il a 5 minutes entre deux patients, il faut qu'il puisse former 5 minutes, il a 1 heure et qu'il va pouvoir aussi voir ses collègues. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment l'individu qui doit pouvoir choisir sa formation et pas la formation qui doit former l'ensemble des individus. Alors moi, je vais revenir sur une thématique que j'ai déjà abordée. Je vais pas vous parler d'outils parce que je suis pas un spécialiste des outils de formation en santé, mais je vais revenir sur l'importance au niveau de la formation aux compétences non techniques de la pertinence du feedback qui est donné, que ce soit aux joueurs, parce qu'on parle beaucoup de jeux virtuels aujourd'hui dans le cas de l'apprentissage, et c'est super parce que ça implique les gens, mais la qualité et la régularité du feedback qui lui est apporté, c'est une difficulté à laquelle je pense qu'il y a pas mal de monde qui se confronte. Moi, je fais partie du comité scientifique de Safety Academy, et il y a une des difficultés, c'est d'établir une grille qui soit standardisée pour pouvoir systématiquement débriefer les personnes qui sont comportées plus ou moins de la même manière, mais pas tout à fait, donc qui ont répondu à différentes questions de manière légèrement différente pendant le jeu, pour pouvoir quand même les débriefer de manière standardisée, qu'une personne qui joue 2 fois d'affilée avec un tout petit delta dans les réponses qu'elle va donner n'ait pas 2 débriefings qui soient complètement différents. Et pour ça, ce qu'on a proposé, c'est de s'appuyer sur un travail qu'a fait l'aviation depuis quelques années, qui est en train d'être finalisé aujourd'hui, qui s'appelle, nous on appelle ça les marqueurs comportementaux, c'est-à-dire que ce sont des comportements, si on les observe, on peut partir du principe que la performance sera à la hauteur. Et c'est déployé, ça a été développé pendant pas mal d'années dans l'aviation, c'est déployé aujourd'hui. L'objectif affiché, c'est de développer chez les navigants des compétences qui leur permettront de répondre le mieux possible à des situations inattendues. On n'est plus sur une formation par rapport à des attendus. Tiens, ça, c'est le genre de truc que vous allez peut-être rencontrer 1 fois tous les 3 ans, donc on va vous former là-dessus. On se rend compte que les derniers accidents qu'il y a eu sont des accidents qui étaient complètement inédits. Et donc, l'idée de cette nouvelle manière de voir les choses, c'est de développer des compétences qui permettent d'aborder n'importe quelle situation de manière suffisante. Et suffisante, c'est quoi? C'est sauver l'avion, les passagers, si c'est possible. Enfin, les passagers d'un côté, et puis l'avion, si c'est possible. Là, je fais référence à Sully. On est exactement dans cette dynamique-là.
Et donc, on a publié gratuitement sur Internet la liste des comportements efficaces, des marqueurs comportementaux qui en fait peuvent être utilisés par n'importe quel collectif dans n'importe quel secteur d'activité. Et donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site tirtio.com. Vous avez le guide des comportements efficaces et on a énormément de retours quant au fait que ça donne des clés claires pour pouvoir évaluer une équipe, évaluer un jeu, évaluer une simulation, etc. Merci à tous les trois. Peut-être avant de passer à la session de questions-réponses, et on a pas mal de questions très intéressantes, on lance un dernier sondage. C'est un sondage. Alors je pense que la question, pour bien lire la question, c'est, selon vous, est-ce que certains modules de formation devraient être obligatoires? La formation médicale continue, elle est obligatoire en France comme ailleurs. Mais est-ce que certains modules devraient devenir obligatoires et non pas à la discrétion des professionnels de santé qui choisissent, un petit peu comme en patinage artistique, où il y a des figures imposées et des figures libres. Est-ce que certaines formations devraient être des formations imposées selon les segments de professionnels de santé? Donc, totalement obligatoire, effectivement, j'ai l'impression que c'est en train de prendre le lead. On ferme pour pouvoir passer aux questions. Hop, 5, 4, 3, merci. Voilà. Effectivement, la formation devrait être, certains modules devraient devenir complètement obligatoires ou partiellement obligatoires, trouver le bon compromis entre, comme en patinage artistique, des figures libres, des figures imposées. Merci infiniment, merci à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est de piocher dans les questions. Il y a pas mal de questions, des questions très intéressantes, et je vous laisse prendre la main sur certaines des questions. Je les prends dans l'ordre. Alors, il y a une question sur les formats courts, et quelqu'un qui demande est-ce qu'un format court, c'est une formation d'environ 3 heures? Alors, je vous laisse chacun apprécier. Voilà, selon vous, c'est quoi un format court? La main. Alors, c'est marrant, moi, 3 heures, ça me paraît un format très très long. En fait, il y a le micro-learning, il y a le nano-learning. Le micro-learning, c'est quelques minutes. Le nano-learning, c'est moins d'1 minute, globalement. Nous, on travaille sur des formats qui font 3 à 5 minutes, par exemple. On a des formats un peu plus longs, des formats même un peu plus courts. L'idée, c'est ce que disait, je crois, Guillaume tout à l'heure, c'est vraiment apprendre plutôt par le nombre, la répétition, mais sur des moments très courts. Après, c'est vrai qu'il y a des formations qui durent 1 journée, 2 journées. Je pense que tout est relatif, mais on peut aller vers l'infiniment petit. Pour travailler avec le personnel donc médical qui crée ce contenu, donc eux-mêmes me disent que ils font le format qu'ils pensent qu'il serait le meilleur pour leurs confrères, c'est en général 15-20 minutes, quoi. Alors, pour nous, d'un point de vue hôpital. Guillaume, pour un pilote, un format court, c'est quoi? Alors, nous, on part toujours du principe que quand on doit, par exemple, quand on a une journée de formation, parce qu'on a régulièrement des journées de formation en présentiel, le temps d'attention est de 10-15 minutes de toute façon. Donc, après ça, il faut passer à autre chose. Et donc, on dépasse rarement ce temps-là sur une thématique spécifique. Donc, je pense qu'effectivement, pour pouvoir exposer les personnes, dans le cadre d'un apprentissage réellement, pour pouvoir exposer les personnes souvent, il faut les exposer peu de temps. D'accord, alors peut-être pour rebondir sur cette question, on a une question de Eladi qui dit que les formats courts et longs sont complémentaires. Ne pensez-vous pas qu'une formation en format court prédominante ne nuise à la cohérence et à l'assimilation, j'y arrive, d'une thématique donnée? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment complémentaire. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas chercher à opposer les deux. Il faut forcément trouver une œuvre qui utilise les deux avec des mécanismes d'apprentissage différents. Et alors peut-être, j'enchaîne avec une question de Anne qui rebondit là-dessus en disant on apprend mieux en y revenant régulièrement. Qu'est-ce que cela implique en matière de format à repenser, et notamment aussi tout ce qui est les impératifs de temps? Y revenir régulièrement, ça ne veut pas dire faire la même chose à chaque fois. Ça veut dire être exposé au même concept
de manière régulière, mais parfois au travers d'histoires qui sont complètement différentes. Et je pense que c'est pas Baptiste qui va me contredire. Dans le cadre de tous les jeux qui sont en train de développer, en fait, il y a toute une série de jeux qui parlent exactement la même chose, mais qui sont juste dans un environnement différent. Le fait d'exposer systématiquement ou répétitivement la personne, l'apprenant au même genre de situation, c'est ça qui va lui apporter la compétence. C'est Guillaume. C'est exactement ça. Ce sont de nombreuses variantes de situations avec des paramètres qui changent. Ça reste globalement la même situation, mais la prise en charge peut changer, le cas clinique peut changer, mais tout en étant dans la même situation. Donc, j'approuve à 1000% ce que tu viens de dire. Pour le format à repenser, nous vous rejoins tous les deux, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'accès à repenser, je pense, parce que quand on est personnel de santé, il faut qu'on ait aussi l'accès à cette offre, qu'on ait connaissance et peut-être une certaine de comment utiliser cette nouvelle offre, parce que je pense qu'il y a une certaine crainte aussi d'utilisation de ces nouveaux formats. Donc, il y a aussi pour moi cet accès qui est à repenser. Merci à tous les trois. Je prends une question de Marion qui vous demande quelles sont les demandes concrètes aujourd'hui qu'on fait à vos organisations respectives. Et la deuxième temps de sa question, c'est est-ce que vous avez des demandes qui concernent les connaissances ou plutôt des demandes qui concernent les performances professionnelles? Pour nous, on a beaucoup de demandes justement de développement de compétences non techniques, donc tout ce qui est relations interprofessionnelles. On a souvent des équipes complètes qui viennent d'autres hôpitaux pour faciliter l'échange autour de différentes situations médicales, certes, mais voilà, ce n'est pas purement sur de la connaissance technique et chirurgicale, ou pas sur le geste en tout cas. Et donc, on nous demande vraiment, c'est cette relation entre équipes. Il y a un poids quand même, on peut se dire, je pense, qui est assez fort au niveau hiérarchique, au niveau médical. Donc, c'est aussi savoir que chacun puisse trouver la façon d'exprimer soit son ressenti, soit ses impressions sur une situation médicale donnée. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. C'est la demande qui se développe. Alors moi, je suis, pour ce qui concerne le médical, mais aussi dans les autres domaines d'activité dans lesquels j'exerce, sauf l'aéronautique, parce que je suis quand même pilote, mais dans tous les autres domaines, je n'interviens que sur le non technique, bien sûr, parce que je n'ai aucune connaissance, aucune compétence technique dans ces domaines-là. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les problèmes sont les mêmes partout. L'humain est constant. Les problèmes de communication, de leadership, de travail en équipe, de prise de décision sont les mêmes partout, de gestion du stress. Et alors, j'irai même plus loin, c'est dire que on est sur une amélioration de la performance des équipes, mais on est aussi, et c'est très important dans le contexte actuel, sur une amélioration du bien-être au sein des équipes. Il y a des établissements qui ont mis en œuvre des formations à grande échelle au niveau non technique, qui d'une part ont vu une diminution importante du nombre d'effets indésirables avec les économies qui allaient avec, et aussi ils ont vu une grosse diminution du turnover au niveau soignant. Donc il y a deux objectifs qui sont atteints en une fois, et ça c'est mon leitmotiv. Le mot de la fin, Baptiste, pour répondre à cette question? On n'a pas vu de grosses différences, mais on travaille vraiment sur les pratiques des médecins, et c'était déjà nécessaire avant et ça l'est toujours. Objectivement, on a une demande qui a été beaucoup plus importante, et pour le coup, plus sur la formation, pour la diffusion des recommandations de la part des sociétés savantes. Mais tout simplement parce que les formats digitaux ont été le palliatif, et que du coup, on a eu beaucoup plus d'offres dessus. Mais à notre niveau, je pense moins que pour Guillaume et Manon, on voit moins de différence là-dessus. Merci beaucoup. Avant de prendre la dernière question, j'aimerais rappeler à tous les participants qu'on organise le 30 septembre prochain un nouveau débat de l'Académie. On va parler du délégué médical augmenté, et on aura le plaisir de recevoir Franck Lemeur, Antoine Greux, qui est le directeur de l'innovation chez Medtronic, et également Dimitri Guillot de la société IQVIA. Donc, les inscriptions se font comme d'habitude gratuitement sur la plateforme Invivox. Dernière question, avant de libérer tout le monde.
Une question de Elle a dit également. Une question sur la réalité virtuelle, hein, parce que la réalité virtuelle a été très, très à la mode il y a quelques années de ça. La réalité virtuelle allait changer la manière dont on allait faire de la formation médicale, mais pas que. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de la place et de l'évolution de la réalité virtuelle dans la formation en distanciel? Bon, alors je vais prendre la main si personne ne se lance. Chez nous, on l'utilise, mais en ayant testé ses limites. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, par exemple, pour un pilote ou un personnel navigant qui est qualifié sur un nouvel avion, plutôt que d'aller… Il y a une phase réglementaire de la formation sur cet avion qui est d'aller voir l'avion à l'intérieur, voir comment est la cabine, etc., où sont tous les équipements de sécurité. Aujourd'hui, ça se fait en virtualité, en réalité virtuelle, avec des lunettes de réalité virtuelle. Pour nous, on l'a utilisé aussi. La limite que je dirais, c'est que pour la co-construction des scénarios avec les entreprises, ça prend du temps. On est obligé d'impliquer du coup du personnel médical et paramédical. C'est très chronophage. Donc, c'est ça notre limite dans cette technique-là. Moi, je pense que c'était un gros fantasme, hein, la réalité virtuelle, ça l'est toujours. Mais comme les imprimantes 3D, comme les Google Glass, comme tout ça, ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Je pense que ça a des vrais intérêts pour l'aéronautique, pour les opérations de chirurgie, pour des choses comme ça. Je pense que l'utiliser comme la 3D était utilisée dans le service game avant, enfin la simulation, je pense que ça a une valeur relativement peu ajoutée pour un très grand nombre de domaines, avec, comme disait Manon, des coûts de développement qui sont énormes. Je crois plus à la réalité fusionnée, en l'occurrence, et à tout l'apport que ça peut, quel que soit le domaine. Puis surtout, il y a un problème de démocratisation du système, c'est que pour l'instant, ils n'arrivent pas à vendre des casques à tout le monde. Alors, dans des centres de formation en particulier, pas de problème. Sur des congrès, c'est joli, c'est très bien. Mais dans le cabinet du médecin libéral, du centre de santé en général, il y a quand même un gap technologique à passer, quoi. Merci, merci infiniment Baptiste, merci Manon, merci Guillaume. Il est presque 13h, hein. Vous savez, chez Invivox, on essaye de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. On est bordelais, mais on doit avoir un tropisme suisse quelque part. On essaye. Merci infiniment de votre participation. Je vous rappelle, j'en profite, hein, une nouvelle fois de vous rappeler le prochain débat. Hein. On est passé d'un one-man show à des débats sur l'Académie Invivox. On a fait évoluer l'Académie. Donc, le prochain débat, ça sera avec Franck Lemeur, le patron de Tech2Med, énorme expérience dans le monde de la pharma. On aura Dimitri Guillot, qui est le directeur commercial de IQVIA, hein, qui connaît énormément de solutions justement pour faciliter pour l'efficacité du délégué médical. Et également Antoine Grohe, le directeur de l'innovation chez Medtronic. Ça se passe le 30 septembre à midi et vous êtes bien entendu tous les bienvenus. Merci infiniment, merci de votre participation, merci de votre présence, merci à nos 3 oratrices et je vous souhaite un excellent appétit et puis à très bientôt sur l'Académie Invivox.